Si vous voulez apprendre à faire du stock picking sérieusement, rejoignez le bootcamp. Les places sont limitées et on commence à partir du mois d'octobre, c'est la dernière de l'année. Alors, j'ai posé une question simple à ce prompt de base. Est-ce que la compagnie Interparfum a un avantage concurrentiel? La réponse ici est simple, oui, on a un avantage concurrentiel, mais la direction de cet avantage-là n'est pas favorable. Donc, c'est-à-dire ici qu'à court terme, ici, on a voilà, on a un mode qui se rétrécit. Et bon, il ne faut pas qu'on ait peur des mots. Il ne faut pas qu'on se dise ici que oui, ça serait, c'est pas moi. Non, ce sont les raisons derrière qui sont très importantes. OK? Et donc, le mot ici il provient essentiellement ici des coûts de production et des coûts de changement. On me dirait également, oui, mais elle a également des intangibles par rapport aux marques, etc. On va y arriver. Alors, en ce qui concerne les coûts de changement, c'est plus un lien avec ses fournisseurs, enfin, je ne dirais pas ses fournisseurs, mais dans une certaine mesure. Un licencié de parfum occupe une position particulière et intrinsèquement vulnérable. Il ne fabrique pas, ne possède pas les marques qu'il exploite, n'en fixe ni l'image ni le positionnement et loue leur nom pour une durée déterminée contre une redevance indexée sur les ventes. Une fois qu'Interparfum a développé avec succès l'activité parfum d'une maison de luxe, en construisant ici des relations de distribution et une expertise de lancement, changer de licencié ici représenterait une vraie friction pour la maison propriétaire de la marque elle-même. Mais cette friction n'a rien d'absolu, comme l'illustre ici le précédent Burberry, où la marque a quitté Interparfum pour Beauté Prestige International, qui est une filiale ici de Shiseido. Je pense que Shiseido également est coté en bourse. Donc, on dit ici que la relation Interparfum peut bien vendre les produits ici sous la marque Coach, Jimmy Choo, etc. Mais les marques ne lui appartiennent pas. Le positionnement de la marque également ne lui appartient pas du tout. Donc, si la licence n'est pas renouvelée, c'est un chiffre d'affaires qu'on perd. Ce sont des ventes qu'on perd. Et bon, on peut se dire ici que oui, on peut maintenir nos relations à long terme, mais c'est un risque qu'il faut prendre en considération aujourd'hui parce qu'il a déjà été prouvé par le passé que le client pouvait changer pour quelqu'un d'autre qui a à peu près. Shiseido, ce n'est pas n'importe quelle entreprise, attention. Il me semble même que quand on parle d'entreprises dans ce secteur, des leaders dans ce secteur d'activité, on a très souvent tendance à oublier cette compagnie japonaise. Et vous allez me dire ici que c'est pas très beau à voir. C'est du B2C. Qu'est-ce que vous voulez? Shiseido, c'est plusieurs marques. Je n'ai pas dit ici que c'est une entreprise sur laquelle il va falloir investir. Enfin, déjà que ce n'est même pas, je n'ai d'ailleurs jamais le but de mes vidéos. Donc aujourd'hui, par exemple, le but est de déterminer si cette compagnie mérite avoir une place dans ma watchlist. Alors, voilà, je montrais ici les différentes marques ici de Shiseido. Il ne suffit pas d'avoir énormément de marques sous bannière ici. Il faut également se dire une chose. Ces entreprises aussi, au niveau ici de la pyramide des clients, où est-ce qu'ils se retrouvent? Est-ce que c'est du haut de gamme, du milieu de gamme, du bas de gamme? Dépendamment de ça ici, vous savez que plus c'est bas de gamme, plus c'est cyclique. Quand on est haut de gamme, on est moins cyclique. Mais bon, dans ce domaine d'activité, comme je l'ai dit, c'est du B2C et ça peut également être lié au, à un effet de mode. Donc, les performances à court terme peuvent être favorables par rapport à un effet de mode positif pour un produit que l'entreprise vend. Bon, il ne faut pas l'oublier. OK? Alors, revenons donc à cette entreprise qui a un avantage concurrentiel. Au niveau du coût de changement, il est présent, mais on va dire que c'est OK. Au niveau des intangibles, l'actif intangible véritable d'Interparfum n'est pas la marque du produit fini qui appartient ici à un tiers, mais son savoir-faire opérationnel accumulé sur plus de 30 ans dans le développement, le lancement et la distribution mondiale de parfums, ainsi que ses relations de long terme avec les maisons de luxe et les circuits de distribution sélective. C'est un actif réel mais qui ne confère pas de protection légale, contrairement ici à un brevet ou une licence réglementaire, donc qui repose entièrement sur la réputation et la confiance accumulée. Donc, grosso modo, il n'est pas très solide. OK? Mais ce n'est pas qu'il n'est pas important, hein. Attention, il est présent, ça rentre ici dans le modèle d'affaires de cette compagnie. Mais le véritable avantage pour moi, c'est la production à bas coût. OK? Donc, le modèle sans usine propre, où la fabrication est sous-traitée avec des délais désormais remontés à environ 9 mois, permet ici à Interparfum de gérer simultanément une vingtaine de lancements à travers son portefeuille de marques sans immobiliser de capital industriel lourd, donc qui est un avantage structurel réel face à des concurrents plus petits gérant ici une seule licence. Ça, c'est un mot qui, enfin, pour moi, il est important parce que si on vend un produit et qu'on fait essentiellement du B2C, si on a des coûts de production très bas, on peut avoir tendance à fixer des prix attractifs
en période difficile, mais après également, ça dépend du positionnement de marque ici, des différents parfums qu'elle vend. Il ne faut pas l'oublier. Donc, si on prend tous ces éléments, si on peut dire que le secteur ici, c'est un secteur ici qui est euh, généralement, voilà, c'est un business OK, c'est un bon business, mais ce n'est pas un business extraordinaire. Ça, c'est mon avis. Ce n'est pas un business extraordinaire. Donc, il faut faire attention parce que cette compagnie est globale, vit généralement ici avec une épée de Damoclès sur la tête, tout simplement parce qu'elle licencie les différentes marques qu'elle a tendance à utiliser. Donc, elle licencie. C'est une bonne chose, c'est une bonne stratégie quand on a des bonnes relations à long terme, etc. Mais parfois, ça peut également changer du jour au lendemain. OK? Donc, on peut voir ici marge brute. Certaines périodes, c'est compliqué. Vous allez généralement voir qu'en période difficile, 2008, ici, vous avez également 2020 par là. Donc, vous comprenez qu'en période difficile, c'est une compagnie qui peut souffrir. OK? Consommation, même si c'est consommation non discrétionnaire ici, voilà, on peut réduire, on peut ralentir l'achat d'un parfum. Ce n'est pas un indispensable de manière générale. Mais les marges tiennent, les marges EBITDA tiennent, ça montre que l'entreprise est très bien gérée. On a même une augmentation des marges sur les dernières années. Donc, c'est une bonne chose. Enfin, ensuite, on regarde ici le nombre d'actions qui est plutôt stable. Les marges de net income également sont en croissance. Donc, à partir d'ici, ça se voit déjà que c'est un business qui est bien géré. C'est une entreprise bien gérée et c'est déjà une bonne chose. Ensuite, les marges de free cash flow peuvent être impactées par les BFR, etc. Donc, à prendre avec des pincettes. Il y a de fortes chances que les net income soient l'équivalent ici des bénéfices nets dans le futur, des free cash flow. Alors, combien de fois les bénéfices le marché a tendance à payer pour ce genre d'entreprise? Ici, le marché, vu la croissance à double chiffre au niveau du chiffre d'affaires, etc., le marché avait tendance à payer une vingtaine de fois les bénéfices. J'ai bien dit avait. Maintenant, la croissance en elle-même, la question qu'on se pose généralement, c'est d'où est-ce que ça provient? Est-ce que c'est durable? D'où est-ce qu'elle provient? Est-ce que c'est durable? Si vous arrivez à répondre favorablement à ces questions-là, elle peut mériter une vingtaine de fois les bénéfices. S'il y a des doutes, normalisez 15 fois, point à la ligne. J'ai dit, si vous avez si la probabilité de croissance à long terme est élevée, selon vous, après vos analyses, elle pourrait mériter une vingtaine de fois les bénéfices. Mais si vous avez des doutes, 15 fois les bénéfices. Donc, vous voyez déjà que pour déterminer ici quel multiple on va payer, ça passe toujours par la compréhension du business. Parce qu'ici, on ne fait que de l'analyse quantitative, en tout cas sur cette vidéo aussi. Donc, il ne faut pas que les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Je peux venir m'asseoir ici et vous dire, oh, 20 fois les bénéfices, ok, parfait, c'est ce que le marché avait tendance à payer. Mais qui te dit que le marché va payer la même chose demain, après-demain? Est-ce que tu connais les problèmes de cette compagnie? Parce que quand on vous présente une opportunité d'investissement, il y a un problème. Et le problème en question, il est soit durable ou temporaire. Donc, il faut correctement l'identifier et déterminer si, selon vous, c'est quelque chose de durable ou temporaire. OK? Donc, je continue ici, je paierai 15 fois les bénéfices et je vais normaliser les résultats. Ce qui veut dire ici que je prends la période actuelle. Je me dis ceci, OK, voici une entreprise qui arrive à augmenter son bénéfice net année après année. OK? Sur les 20 dernières années, c'est 34 millions en moyenne. Les 10 dernières années, 59 millions. 5 dernières années, 117 millions. 3 dernières années, on a 123 millions. Par rapport à il y a un an, ici, on a à peu près 128 millions par là. Donc, on est grosso modo dans les 130 millions. Enfin, je ne vais pas arrondir, la précision n'est pas importante ici pour moi. Donc, net income ici, c'est pas parce que c'est 29, si tu mets 28, c'est la même chose que 30. Ce qui est sûr, tu n'as pas mis 100. Donc, ici, les attentes des analystes se situent également aux alentours de 130 millions. Et est-ce que c'est un business prévisible? Parce qu'il suffit juste de se dire que les analystes ont tendance à avoir ce target price ici, etc. Prenons le ticker symbole ITP. Voilà. Donc, ici, c'est un business qui est prévisible, en tout cas sur les dernières années. Je vais également regarder le forecast ici, combien d'analystes il y a sur le dossier. Ils sont assez nombreux, OK. Donc, si on prend sur une période de 2 ans ici, ils ont tendance à faire de bonnes prévisions sur ce dossier-ci. OK. Donc, si on s'entend, et par rapport à... Vous remarquez ici qu'actuellement, on traverse une zone de turbulence. Par rapport à il y a un an, les attentes de 2026 ont été réduites de 17%. Celles de 2027 ont été réduites de 17% et celles de 2028
qui ont été initialisés, qui ont été initiés il y a moins de 3 mois ici, enfin à peu près 3 mois, ont déjà été réduits de 8%. Alors, à partir d'ici, je vais vous dire une chose. Quand on regarde ce type de business, on sait que l'entreprise est en train de traverser quelque chose de compliqué. Il faut d'abord qu'on identifie c'est quoi le problème et il faut qu'on détermine si on est à l'aise avec ça. Donc, si on part du principe selon lequel il y a de grandes chances que l'entreprise rapporte à peu près le même niveau de bénéfice net que ce qu'elle a connu en 2025 dans le futur, au minimum, ça te fait à peu près 1,50 €, enfin, ça c'est le IPAR, ok, 1,50 € par action à 15 fois les cash flows, ça donne à peu près aux alentours de 22,5. 22,5. 1,50 €. Ça donne 22,5. Les attentes ici sont par rapport à 2022 sont à 1,53 €. Ça pourrait continuer à baisser ou bien ça pourrait continuer à augmenter. Mais je pars déjà du principe selon lequel je veux que ce business puisse à peu près rapporter le même niveau de bénéfices nets que les plus hauts qu'elle a connus par le passé. Si selon vous, la machine est encore capable de le faire, on est go. Et quand je prends 15 fois les cash flows, ça veut dire qu'en moyenne, 1,50 €, 1,50 € sur les 15 prochaines années, c'est ce que ça sous-entend. Donc je mets 22,50 € ici. Elle n'a pas de dette. Donc elle a la capacité de souffrir. Et ça sera mon target, ça sera mon niveau, enfin, en termes de valorisation, ma, comment on appelle encore ça? Mon hypothèse de base. Donc c'est une hypothèse stationnaire, pas plus de croissance, même type de marge, 15 fois les cash flows. Si la croissance reprend, on pourrait monter à 20, 25, dépendamment ici du dynamisme de cette croissance-là. Parce que par le passé, elle a connu une croissance à double chiffre qui pouvait mériter 25 fois les bénéfices. Admettons qu'elle nous garantit à peu près 1,50 $ sur les 25 prochaines années, sur les années à venir, avec un potentiel de croissance à double chiffre, on peut aller à 37,50 €. OK? Mais tout dépend de l'hypothèse sous-jacente. Et la plus importante, c'est est-ce qu'on peut maintenir le même niveau de bénéfice, le même niveau de marge? Est-ce que je comprends la distribution? C'est quoi le problème actuel? On dépend de quelle marque? Les, 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 euh, les licences en question, la moyenne des contrats est de combien de temps? Laquelle va avoir tendance à arriver à expiration bientôt? Il y aura toujours ces craintes-là. Pour moi, Interparfums devrait continuer à développer ses marques en propre. Si elle arrive à acheter également des marques, tant mieux. Mais si elle continue à développer des marques, je pense que, à ma connaissance, elle a déjà fait par le passé. Donc, si elle continue à le faire, tant mieux. Je ne connais pas trop le nom de la marque en question. Mais voilà, si elle continue à développer ses marques en interne, et voilà, c'est une très bonne chose. Je pense que ce n'est pas Solferino, par exemple. En tout cas, si ces marques-là arrivent arrivent à gagner de plus en plus en notoriété, elle sera de moins en moins dépendante aux marques de luxe. Ce qui veut dire que ça va renforcer son avantage concurrentiel à long terme. Vous voulez du Solferino, par exemple, c'est uniquement vendu par Interparfums et parce que ça appartient uniquement à Interparfums. Donc, toute la marge sera essentiellement, va essentiellement descendre dans les coffres ici d'Interparfums. Enfin, tous les revenus seront capturés par Interparfums provenant de cette marque-ci, si cette marque-ci lui appartient à 100%. Ça va limiter ici le risque. Bref, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. Ici, c'était juste pour déterminer est-ce que c'est une compagnie qui pourrait mériter notre attention. Si on est dans le domaine ici des consumer staples, c'est correct, c'est pas mauvais comme entreprise. Ça pourrait mériter Je mettrais ici target price dans ma watch, je pense 23, 1,5 à 15 fois les cash flows. Voilà, je mettrais 22,50 €. Pour ceux qui ont regardé la vidéo, vous savez pourquoi j'ai mis 22,50 €. En fait, et comme je dis toujours, ce n'est pas trop le prix qui devrait commencer à vous inquiéter ou quoi que ce soit. C'est surtout la compréhension derrière, les hypothèses prises derrière. Est-ce que je suis à l'aise avec? Est-ce que je comprends le business? Bref, je reviens toujours à la même chose. Pourtant, j'ai fait toute une vidéo pour vous expliquer comment est-ce que moi, je vois le stock picking. Et cette vidéo, elle est en description de toutes les vidéos. Parce que faire une analyse quantitative, ça prend quelques secondes et ça nous permet essentiellement de déterminer si l'entreprise mérite notre attention ou pas du tout. Ça n'a aucune vocation à dire « Ah, c'est sous-évalué ». On conclut à la sous-évaluation quand on a lu les rapports financiers, écouté les conférences calls, étudié le secteur d'activité ainsi que les concurrents. Et on peut se dire ici que bon, je suis assez confiant pour dire c'est surévalué ou pas. Ici, ça veut juste dire que ça pourrait mériter mon attention à partir de ce niveau-ci. Ou bien ça mérite d'avoir une place dans ma watchlist. Mais 15 fois les bénéfices de 2000, j'ai bien mis ici
les plus hauts de 2025. OK. Les émissions en 2025. Bénéfice de 2,025. Les plus hauts. OK, parfait. Donc, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement le droit de me tromper. Ça veut dire encore quoi? Parce qu'il y a certains qui comprennent souvent autrement, malheureusement. Ça veut tout simplement dire qu'au prix actuel, c'est pas peut-être, si Inter parfois vous intéresse, ça pourrait être intéressant d'aller regarder et questionner les opportunités de croissance. Parce que si croissance, il y a ce business intéressant au prix actuel. Maintenant, êtes-vous à l'aise avec le terme il y aura de la croissance ou pas? Donc, concernant ici le dividende, tant qu'elle continue à faire du cash flow, du free cash flow, elle peut payer ce dividende-là. Maintenant, tout va dépendre ici de la pérennité du business. Il y a de grandes chances que le business existe encore dans 10 ans. Mais alors, dans quelle configuration? Je n'en sais strictement rien quand je parle de configuration par rapport au portefeuille. Bref, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, le lien vers le bootcamp est en description de la vidéo. On commence le 1er du mois d'octobre. Les places sont limitées et le tarif est évolutif. Uniquement réservé aux personnes qui veulent apprendre à faire du stock picking sérieusement.